En Camargue, des lettres de mon moulin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Naf Prusa. Lettres de mon moulin par Alphonse Daudet. En Camargue. Le départ. Grande rumeur au château. Le messager vient d'apporter un mot du garde, moitié en français, moitié en provençal, annonçant qu'il y a eu déjà 2 ou 3 beaux passages de galéjons, de charlottines, et que les oiseaux de prime non plus ne manquaient pas. Vous êtes des nôtres, m'ont écrit mes aimables voisins. Et ce matin, au petit jour de 5 heures, leur grand break chargé de fusils, de chiens, de victuailles est venu me prendre au bas de la côte. Nous voilà roulant sur la route d'Arles, un peu sèche, un peu dépouillée, par ce matin de décembre où la verdure pâle des oliviers est à peine visible, et la verdure crue des chênes kermès un peu trop hivernale et factice. Les étables se remuent, il y a des réveils avant le jour qui allument la vitre des fermes, et dans les découpures de pierre de l'abbaye de Montmajour, des orfraies encore engourdis de sommeil battent de l'aile parmi les ruines. Pourtant nous croisons déjà le long des fossés de vieilles paysannes qui vont au marché au trot de leurs bourriquets. Elles viennent de la ville des Baux, si grande lieu pour s'asseoir 1 heure sur les marches de Saint-Trophime et vendre des petits paquets de simples ramassés dans la montagne. Maintenant voici les remparts d'Arles, des remparts bas et crénelés comme on en voit sur les anciennes estampes où des guerriers armés de lances apparaissent en haut de talus moins grands qu'eux. Nous traversons au galop cette merveilleuse petite ville, une des plus pittoresques de France, avec ses balcons sculptés arrondis, s'avançant comme des mouches arabiées jusqu'au milieu des rues étroites, avec ses vieilles maisons noires aux petites portes, mauresques, ogivales et basses, qui vous reportent au temps de Guillaume Cournet et des Sarrasins. À cette heure, il n'y a encore personne dehors. Le quai du Rhône seul est animé. Le bateau à vapeur qui fait le service de la Camargue chauffe au bas des marches, prêt à partir. Des ménagers en veste de cadirou, des filles de la Roquette qui vont se louer pour des travaux de ferme, montent sur le pont avec nous, causant et riant entre eux. Sous les longues mantes brunes rabattues à cause de l'air vif du matin, la haute coiffure arlésienne fait la tête élégante et petite avec un joli grain d'effronterie, une envie de se dresser pour lancer le rire ou la malice plus loin. La cloche sonne, nous partons. Avec la triple vitesse du Rhône, de l'hélice, du Mistral, les 2 rivages se déroulent. D'un côté, c'est la Crau, une plaine aride, pierreuse, de l'autre la Camargue, plus verte, qui prolonge jusqu'à la mer son herbe courte et ses marais pleins de roseaux. De temps en temps, le bateau s'arrête près d'un ponton, à gauche ou à droite. À empire ou à royaume, comme on disait au Moyen-Âge du temps du royaume d'Arles, et comme les vieux mariniers du Rhône disent encore aujourd'hui. À chaque ponton, une ferme blanche, un bouquet d'arbres. Les travailleurs descendent, chargés d'outils, les femmes leur panier au bras, droites sur la passerelle. Vers empire ou vers royaume, peu à peu, le bateau se vide, et quand il arrive au ponton du mas de Giraud, où nous descendons, il n'y a presque plus personne à bord. Le mas de Giraud est une vieille ferme des seigneurs de Barbentane, où nous entrons pour attendre le garde qui doit venir nous chercher. Dans la haute cuisine, tous les hommes de la ferme, laboureurs, vignerons, bergers, bergeraux, sont attablés, graves, silencieux, mangeant lentement et servis par les femmes qui ne mangeront qu'après. Bientôt le garde paraît avec la carriole. Vrai type à la Fenimore, trappeur de terre et d'eau, garde-pêche et garde-chasse, les gens du pays l'appellent l'Urudeiro, le rôdeur, parce qu'on le voit toujours dans les brumes d'aube ou de jour tombant, caché pour l'affût parmi les roseaux, ou bien immobile dans son petit bateau, occupé à surveiller ses nasses sur les clairs, les étangs, et les roubines, canaux d'irrigation. C'est peut-être ce métier d'éternel guetteur qui le rend aussi silencieux, aussi concentré. Pourtant, pendant que la petite carriole chargée de fusils et de paniers marche devant nous, il nous donne des nouvelles de la chasse, le nombre des passages, les quartiers où les oiseaux voyageurs se sont abattus. Tout en causant, on s'enfonce dans le pays. Les terres cultivées dépassées, nous voici en pleine Camargue sauvage. À perte de vue, parmi les pâturages, des marais, des roubines luisent dans les salicornes. Des bouquets de tamaris et de roseaux font des îlots comme sur une mer calme. Pas d'arbres hauts. L'aspect uni, immense, de la plaine n'est pas troublé. De loin en loin, des parcs de bestiaux étendent leurs toits bas presque au ras de terre. Des troupeaux dispersés, couchés dans les herbes salines ou cheminant serrés autour de la cape rousse du berger, n'interrompent pas la grande ligne uniforme, amoindris qu'ils sont par cet espace infini d'horizon bleu et de ciel ouvert. Comme de la mer unie malgré ses vagues, il se dégage de cette plaine un sentiment de solitude, d'immensité accrue encore par le mistral qui souffle sans relâche, sans obstacle, et qui de son haleine puissante semble aplanir, agrandir le paysage. Tout se courbe devant lui. Les moindres arbustes gardent l'empreinte de son passage et restent tordus, couchés vers le sud dans l'attitude d'une fuite perpétuelle. La cabane.
Un toit de roseaux, des murs de roseaux desséchés et jaunes, c'est la cabane. Ainsi s'appelle notre rendez-vous de chasse. Type de la maison camarguaise, la cabane se compose d'une unique pièce, haute, vaste, sans fenêtre, et prenant jour par une porte vitrée qu'on ferme le soir avec des volets pleins. Tout le long des grands murs crépis blanchis à la chaux, des râteliers attendent les fusils, les carniers, les bottes de marais. Au fond, 5 ou 6 berceaux sont rangés autour d'un vrai mât planté au sol et montant jusqu'au toit, auquel il sert d'appui. La nuit, quand le mistral souffle et que la maison craque de partout avec la mer lointaine et le vent qui la rapproche porte son bruit, le continue, en l'enflant, on se croirait couché dans la chambre d'un bateau. Mais c'est l'après-midi surtout que la cabane est charmante. Par nos belles journées d'hiver méridional, j'aime rester tout seul près de la haute cheminée où fument quelques pieds de tamaris. Sous les coups du mistral ou de la tramontane, la porte saute, les roseaux crient et toutes ces secousses sont un bien petit écho du grand ébranlement de la nature autour de moi. Le soleil d'hiver, fouetté par l'énorme courant, s'éparpille, joint ses rayons, les disperse. De grandes ombres courent sous un ciel bleu admirable. La lumière arrive par saccades, les bruits aussi, et les sonnailles des troupeaux entendus tout à coup puis oubliés, perdus dans le vent, reviennent chanter sous la porte ébranlée avec le charme d'un refrain. L'heure exquise, c'est le crépuscule, un peu avant que les chasseurs n'arrivent. Alors le vent s'est calmé. Je sors un moment. En paix, le grand soleil rouge descend, enflammé, sans chaleur. La nuit tombe, vous frôle en passant de son aile noire toute humide. Là-bas, au ras du sol, la lumière d'un coup de feu passe avec l'éclat d'une étoile rouge avivée par l'ombre environnante. Dans ce qui reste de jour, la vie se hâte. Un long triangle de canards vole très bas, comme s'il voulait prendre terre. Mais tout à coup, la cabane où le caleil est allumé les éloigne. Celui qui tient la tête de la colonne dresse le cou, remonte, et tous les autres derrière lui s'emportent plus haut avec des cris sauvages. Bientôt un piétinement immense se rapproche, pareil à un bruit de pluie. Des milliers de moutons rappelés par les bergers, harcelés par les chiens dont on entend le galop confus et la laine haletante, se pressent vers les parcs peureux et indisciplinés. Je suis envahi, frôlé, confondu dans ce tourbillon de laine frisée, de bêlements, une houle véritable où les bergers semblent portés avec leur ombre par des flots bondissants. Derrière les troupeaux, voici des pas connus, des voix joyeuses. La cabane est pleine, animée, bruyante, les sarments flambent. On rit d'autant plus qu'on n'est plus là. C'est un étourdissement d'heureuse fatigue, les fusils dans un coin, les grandes bottes jetées pêle-mêle, les carniers vides et à côté, les plumages roux, dorés, verts, argentés, tout tachés de sang. La table est mise et dans la fumée d'une bonne soupe d'anguille le silence se fait, le grand silence des appétits robustes, interrompu seulement par les grognements féroces des chiens qui lapent leur écuelle à tâtons devant la porte. La veillée sera courte. Déjà, près du feu, clignotant lui aussi, il ne reste plus que le garde et moi. Nous causons, c'est-à-dire nous nous jetons de temps en temps l'un à l'autre des demi-mots à la façon des paysans, de ces interjections presque indiennes, courtes et vite éteintes comme les dernières étincelles des sarments consumés. Enfin le garde se lève, allume sa lanterne, et j'écoute son pas lourd qui se perd dans la nuit. À l'espère, à l'affût. L'espère, quel joli nom pour désigner l'affût, l'attente du chasseur embusqué et ses heures indécises où tout attend, espère, hésite entre le jour et la nuit. L'affût du matin, un peu avant le lever du soleil, l'affût du soir au crépuscule. C'est ce dernier que je préfère, surtout dans ces pays marécageux où l'eau des clairs garde si longtemps la lumière. Quelquefois on tient l'affût dans le négochin, le naïchien, un tout petit bateau sans quille étroit roulant au moindre mouvement. Abrité par les roseaux, le chasseur guette les canards du fond de sa barque que dépasse seulement la visière d'une casquette, le canon du fusil et la tête du chien flairant le vent, happant les moustiques ou bien de ses grosses pattes étendues penchant tout le bateau d'un côté et le remplissant d'eau. Cet affût-là est trop compliqué pour mon inexpérience. Aussi, le plus souvent, je vais à l'espère à pied, barbotant en plein marécage avec d'énormes bottes taillées dans toute la longueur du cuir. Je marche lentement, prudemment, de peur de m'envaser. J'écarte les roseaux pleins d'odeurs saumâtres et de sauts de grenouilles. Enfin, voici un îlot de tamaris, un coin de terre sèche où je m'installe. Le garde, pour me faire honneur, a laissé son chien avec moi, un énorme chien des Pyrénées à grande toison blanche, chasseur et pêcheur de premier ordre, et dont la présence ne laisse pas que de m'intimider un peu. Quand une poule d'eau passe à ma portée, il a une certaine façon ironique de me regarder en rejetant en arrière d'un coup de tête à l'artiste 2 longues oreilles flasques qui lui pendent dans les yeux, puis des pauses à l'arrêt, des frétillements de queue, toute une mimique d'impatience pour me dire « Tire, tire donc !» Je tire, je manque. Alors allongé de tout son corps, il bâille et s'étire d'un air las, découragé et insolent. Eh bien oui,